Bonjour. Nous allons commencer aujourd'hui donc l'exercice 4 de la série 2. Bon, l'exercice 3, nous le ferons après. Alors, dans cet exercice, on nous dit que l'analyse par diffraction des rayons X du produit d'une réaction, comme on a vu dans l'exercice précédent, donc on veut faire une réaction chimique, et on analyse le produit à la fin de la réaction. Et bien cette fois-ci, l'analyse révèle l'existence des raies caractéristiques de deux composés A et B de symétrie cubique, c'est-à-dire on a deux composés et tous les deux sont de symétrie cubique. Et on nous donne donc les valeurs, non pas de θ, pour simplifier les calculs, on donne directement les valeurs de D. On a 12 raies et on nous donne les valeurs de D. Première remarque, les valeurs de D sont données avec 3 chiffres après la virgule. On nous demande dans la première question, isoler les deux systèmes de raies. Donc d'abord, il va falloir dire quelles sont les raies du composé A et quelles sont les raies du composé B. C'est ça ce que ça veut dire, isoler les deux systèmes de raies. Deuxièmement, une fois qu'on connaît le système de raies de chaque composé A et B, il va falloir déduire le mode de réseau pour chaque composé et l'indexation des raies. Et enfin, calculer les paramètres, la densité, etc. On va voir tout ça en détail par la suite. Rappelons quand même que lorsqu'il s'agit, que là nous avons un mélange, et que nous avions dit que chaque composé cristallin avait sa carte d'identité, c'est-à-dire elle avait un spectre qui est individuel, comme une carte d'identité. Les θ sont toujours à la même place. Ce qui peut changer, c'est uniquement l'intensité, puisque l'intensité, si ce composé existe dans un mélange, et bien l'intensité dépend de la quantité de ce composé dans un mélange. Mais sachez que l'angle θ, il sera toujours le même. Si je prends NaCl, il aura toujours les angles θ au même endroit. Et donc, lorsqu'il s'agit d'un mélange de phases ou un mélange de composés, eh bien, le spectre résultant, le spectre que l'on va avoir, sera donc la superposition des spectres individuels de chaque phase. C'est comme si on avait donc des empreintes, 3 ou 4 personnes qui vont poser leur empreinte au même endroit. Pareil, lorsqu'on a un mélange de phases, donc les 2 ou 3 phases ensemble, dans un mélange, eh bien chacune a sa carte d'identité, chacune a son spectre individuel et on va donc nous mesurer, détecter le spectre de l'ensemble, donc qui va de l'ensemble de ces raies. Les angles θ donc sont les mêmes que sur les spectres individuels, mais l'intensité est différente parce qu'on a dit l'intensité dépend de ce facteur oméga qui est le volume de l'échantillon. Par conséquent, puisqu'on a un mélange ou une superposition de spectres individuels, donc l'ordre des raies dans le spectre individuel n'est plus le même dans le mélange. On va voir par exemple dans cet exemple d'un mélange d'argile où on a des spectres individuels du mica, de la kaolinite, de la chlorite et de la smectite, et là nous avons le spectre du mélange. On voit que les spectres donc on a le dernier spectre, c'est la superposition de ces spectres. Ça, c'est la première chose. Donc, les raies sont toujours au même endroit, même angle θ, mais l'intensité dans le mélange va être différente. Autre chose, et ça, c'est ce qui nous intéresse le plus, et c'est très très important, dans ce spectre, la première raie, c'est celle-là, donc qui correspond au plan qu'on appellera D1. Pour ce spectre, D1, c'est celui-ci. Pour celui-ci, c'est celui-là. Pour la smectique, D1, c'est cette raie-là. Mais dans le cas du mélange, eh bien, c'est la raie qui aura le θ le plus petit qui sera la première. Donc ça va être celle-là, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, etc. D'accord? Donc, on ne va plus avoir la même succession D1, D1, D2, D3, D4, mais ça va être D1, D2, D3, D4, D5, D6. Cette raie qui était la troisième pour le mica, lorsqu'on va faire le mélange, elle se trouve à la position 6. D'accord? Donc sachez bien, donc quand on a une superposition des raies,
on n'aura plus, comme dans l'exercice précédent, D1 sur DI, donc on a des valeurs qui se suivent, mais on va avoir d'autres valeurs. Et on va voir dans la suite. Alors on nous dit que les deux composés donc, sont de symétrie cubique. Bon, d'abord qu'il s'agit d'un mélange, première chose. Deuxième chose, que les deux composés sont de symétrie cubique. Bon, ceci c'est pour nous simplifier les calculs, mais sachez que bon, on peut avoir un composé cubique et un autre d'une autre symétrie. Mais là, c'est juste un peu pédagogique pour qu'on s'habitue avec le système cubique. Donc on va utiliser cette relation, mais on risque aussi d'utiliser cette relation. Donc quand on dit cubique, ayez toujours en tête que si on veut déterminer le mode de réseau, on est obligé de passer par cette relation D1 sur DI. Et c'est ce qu'on va faire. Donc on va calculer D1 sur DI. Donc on a le D2HKL qu'on nous a donné. Et on fait notre calcul de D1 sur DI. Une fois qu'on a fini, on regarde ces valeurs. 1,414, c'est racine de 2. 1,732, c'est racine de 3. 2, c'est racine de 4. 2,23, c'est racine de 5. 2,27, je ne sais pas. 2,45, racine de 6. 2,60, je ne sais pas. 2,83, c'est racine de 8. 3, c'est racine de 9. Racine de 10, etc., etc. Qu'est-ce qu'on remarque donc? Qu'on a une succession 1, racine de 2, racine de 3, racine de 4, racine de 5, racine de 8. Donc nous n'avons pas racine de 7. Et donc la succession que nous avons, donc c'est l'arrêt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 et 11. Ils ont une succession de D1 sur DI identique à celle d'un mode P, parce qu'il n'y a pas racine de 7. Et l'arrêt qui nous reste, c'est celle-ci, il nous reste 3 arrêts. On peut dire que les raies 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 appartiennent à un composé, à une phase, et les 3 arrêts qui restent à une deuxième phase. Et donc pour cette deuxième phase, quelle est la première raie de cette deuxième phase? Eh bien c'est celle-là. 2,270, c'est le D1 de la deuxième phase. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, si celle-là, c'est D1 de la première phase, on va faire celle-ci D1, D6 sur D6, puis D6 sur D8, puis D6 sur D12, et voir les valeurs. On trouve ici, bien entendu, 1, parce que c'est pareil. Ici, D6 sur D8, pardon, c'est ça, D6 sur D8, c'est ici, D6 sur D8, pardon, pas D1, D6 sur D8, donc ça nous donne 1,149, D6 sur D12, 1,627. Et en fait, là c'est 1, là c'est racine de 4 tiers, et là c'est racine de 8 tiers. Et ça veut dire tout simplement que c'est la succession d'un mode de réseau F. Et les raies de cette deuxième phase, ce sont 6, 8 et 12. Donc on a deux phases, une phase cubique avec 9 raies, et une phase, mode P, une autre phase cubique également avec 3 raies, et c'est un mode F. Donc toujours, on procède de cette manière-là. Là, c'est pas D2, c'est D6. Donc, on fait les rapports D1 sur DI, on voit les rapports donc, qui correspondent soit aux valeurs des modes P et F, c'est-à-dire racine de 2, racine de 3, etc., soit aux valeurs des modes, du mode P et I, 1, racine de 2, racine de 3, donc racine de 7 pour le mode I, racine de 8 pour le mode P, soit on a des valeurs de 1, racine de 4 tiers, racine de 8 tiers, etc., caractéristiques du mode F. Donc, en faisant le D1 sur DI, les plans qui vérifient cette succession, on va les comptabiliser avec une phase. Les raies qui restent, ils font partie de la deuxième phase. On leur fait également leur D1 sur DI pour elles. Donc D1 pour la deuxième phase, c'est celle-là.
En fait, D1, c'est celle-là. D1, c'est qui est D6 sur D8. Alors, une fois qu'on connaît maintenant le mode de réseau, donc, on peut indexer. Et l'indexation, c'est mode P, c'est pas d'extinction, donc c'est 1, 0, 0, 1, 1, 0, etc., etc. Et pour le mode F, pareil, les indices HKL, c'est 1, 1, 1, 2, 0, 0, 2, 2, 0, c'est-à-dire tous pairs, HKL tous pairs ou tous impairs. Et on a donc indexé tout le spectre. Les raies du mode P et les raies du mode F. Pour le calcul des paramètres, bien, on va faire comme on a dit la dernière fois, on va faire une moyenne des 3 dernières raies. Alors pour la phase 1, ça ne pose pas de problème, on a 9 raies. Et donc on fait la moyenne donc, des paramètres des 3 dernières raies. Donc ça veut dire de A9 à 10 et à 11. Mais par contre, pour la deuxième fois, on n'a que 3 raies. Donc, soit on fait la moyenne de A6, A8, A12, ou tout simplement de A8 plus A12 sur 2. Bon, moi, j'ai fait la moyenne des 3 raies. Alors, pour la phase 1, on trouve un paramètre de 6,6462 angstroms. Et pour la phase 2, donc 5,0909 angstroms. Et le volume, c'est celui-ci. On ne nous le demande pas, mais je l'ai calculé parce qu'on va s'en servir par la suite. Alors ici, j'ai mis A avec 4 chiffres après la virgule, mais en fait, je n'aurais pas dû. Pourquoi? Parce que D, il n'a que 3 chiffres après la virgule. Et A est calculé à partir de D. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais enlever le 2 ici, pour rester avec 3 chiffres après la virgule. Et ici, je vais enlever le 9. Mais comme le 9, il est supérieur à 5, donc au lieu d'avoir 0,9, je vais avoir 10. Je vais majorer au chiffre supérieur. Et voilà donc la nouvelle valeur, la vraie valeur, en respectant les chiffres après la virgule. On nous demande de déterminer qui est le composé A, qui est le composé B, sachant que la masse volumique de A est de 7,73 grammes par centimètre cube. Et on connaît la relation ρ égale Zm sur Nv. ρ, on le connaît. M, c'est une donnée qui manque dans le texte. Je l'ai rajouté après. Donc, N, c'est le nombre d'Avogadro. Et V, c'est le volume de maille. Ce qu'on va faire, on va chercher la valeur de Z, c'est égal à ρ n V sur M. Et comme j'ai 2 valeurs de V possibles et 2 valeurs de M possibles, je vais prendre d'abord M1, et M1, si on revient en arrière, donc dans le... Voilà. Donc vous rajoutez sur la série, vous ajoutez les masses molaires. Donc je les avais oubliés dans la série, donc vous les ajoutez, ainsi que les masses molaires 1370 grammes par mol et 123,2 grammes par mol. Donc l'un a 1370 grammes par mol, l'autre 123,2 grammes par mol. J'ai donc 4 possibilités, et c'est ce que je vais mettre ici. D'abord, ρ c'est 7,75, N, pas de problème. Donc, concernant le volume, soit je prends le volume de la phase 1, 293,58, je le place donc 2 fois, et je prends d'abord pour la masse molaire 1370, puis pour la masse molaire 123,2. Et je fais les calculs. Ensuite, je garde tout pareil, je change le volume, donc 131,94, et je divise par la masse molaire 1370, puis même chose par 123,2. Et je regarde les différentes valeurs possibles. Parce que je ne sais pas quelle est la masse molaire de A, ni son volume de maille.
Et comme j'ai deux volumes de maille et deux masses molaires, eh ben, je dois avoir quatre combinaisons, donc quatre possibilités. Et c'est ces quatre possibilités que j'ai à chercher ici. Et comme je sais que Z, c'est un nombre entier, ben, il suffit de regarder les valeurs. Je trouve pour la première, donc Z égale pratiquement 1. Pour la deuxième, 11,1. Pour la troisième, 0,45. Et pour la cinquième, 4, pratiquement 5. Or, Z, on sait que pour un mode P, c'est 1, pour un mode I, Z égale à 2, pour un mode F, Z égale à 4. Et donc, pour nous, la bonne valeur, c'est celle-ci. C'est-à-dire que le composé A, donc, il y a Z égale à 1 de symétrie cubique mode P, Z égale à 1, et de masse volumique 775, il a un volume de 293,58 et une masse molaire de 1370. Donc la phase A, c'est la phase qui a un mode P, de masse molaire 1370 et de volume de maille 293,58. Et par élimination, la phase B, c'est l'autre phase, donc un modèle qui a un mode F, donc la masse molaire c'est 123,2 et le volume de maille est 131,94. Et si on veut calculer la masse molaire de B, eh bien, il suffit d'appliquer la relation avec Z égale à 4, on a la masse molaire, le volume, et on trouve que la masse volumique est de 6,20 grammes par centimètre cube. Voilà, donc on a jonglé un peu avec les valeurs de manière à trouver quel est le mode de réseau. Donc une fois qu'on a des données, mais plusieurs inconnus, etc., il faut un certain nombre d'équations et il faut pouvoir donc utiliser toutes les combinaisons possibles de manière à arriver à ce qu'on cherche. Et ici, donc, on a deux masses molaires et deux volumes, il fallait une combinaison, de quatre combinaisons plutôt, quatre combinaisons, les calculer pour déterminer quelle est la bonne hypothèse. Est-ce que c'est le volume 1 avec la masse molaire 1, volume 1 avec masse molaire 2, volume 2 masse molaire 1, volume 2 masse molaire 2. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir ici? Alors, de manière générale, lorsqu'on a un mélange de plusieurs phases, on peut facilement isoler un index accéléré de chaque composé de symétrie cubique dans le mélange. Donc, si on a un mélange de composés cubiques, donc ça ne pose pas de problème. On est dans le cas de cet exercice. Même si on a un mélange d'un composé cubique et d'un autre composé qui n'est pas cubique, donc le composé cubique, on peut le trouver. De toute manière, s'il y a un composé de symétrie cubique dans un mélange, il est facile de le trouver en faisant les rapports de 1 sur DI. La seule difficulté qu'il y a, c'est quand la première raie n'appartient pas à la phase cubique, comme on a vu dans l'exemple des argiles, c'est-à-dire, si moi je m'intéresse à un composé, mais la première raie n'appartient pas à ce composé. Donc quand je fais D1 sur DI, ça ne va rien me donner. Il faut à ce moment-là passer à D2 sur DI. Peut-être que la raie 2, elle appartient au composé cubique. Si je ne trouve pas la succession des valeurs du mode P, I, F que l'on a déjà vu, ça veut dire que D2 non plus n'appartient pas à la phase cubique. Je passe alors à D3 sur DI. Et comme ça, donc, en faisant ces rapports, jusqu'à ce que j'arrive à des valeurs caractéristiques des modes P, I ou F. D'accord? Donc la seule difficulté, c'est quand on a une raie, la première raie n'appartient pas, ou la deuxième, lorsque la première n'appartient pas à la phase cubique. Mais raisonner donc un raisonnement scientifique, logique, avec de la logique, on peut résoudre n'importe quel exercice. Voilà, je vous remercie.